Alors, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir dans ce très beau château. Et pour ouvrir très officiellement cette soirée, j'appelle Jean-Paul Legendre. Merci. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. On est plus de 500 ce soir. Donc c'est la 5e fois. Tous les ans, on arrive à grappiller un peu. Je crois qu'on était 460 l'année dernière. Donc il va falloir être très assidu. Il y a une interrogation écrite après sur l'ARN messager. Donc on verra si tout le monde a bien écouté. Merci. Donc je suis vraiment ravi de vous voir si nombreux ce soir pour la 5e édition du dîner Nominoé au Château des Pères. Donc plus de 500, c'est formidable. Ensemble, en tant que mécènes, nous permettons aux médecins et aux équipes du CHU de Rennes d'aller toujours plus loin, de repousser les limites pour offrir aux patients les meilleures chances de guérison et de bien-être. Je tiens à vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, pour votre soutien et votre contribution. Depuis 10 ans, grâce à Nominoé, nous donnons vie à des projets qui apportent beaucoup d'espoir. Comme vous le savez, on n'est pas du tout ciblé sur la recherche. Toutes les opérations qui sont faites sont proposées par le comité scientifique ici présent, avec 7 professeurs. Et nous, globalement, avec quelques amis, notre métier, notre travail, ça se limite à vous demander de cotiser, voilà. C'est tout. Donc, en fait, on est là pour apporter de l'argent et pour trouver des copains qui peuvent en apporter un peu, parce qu'il y en a besoin. C'est pas mal, hein. Depuis 10 ans, je crois qu'on va frôler les 7 millions d'euros, quand même. Hein. Donc, c'est pas mal parce que... Merci. La France n'a pas vraiment une culture de mécénat. Il paraît qu'on paye beaucoup d'impôts, ils nous le disent encore, on est les pays les plus taxés. Donc quand on paye beaucoup d'impôts, on se dit à l'État de se débrouiller. Mais non, on voit qu'il y a de la générosité, donc c'est parfait. Hein. Je souhaite aussi un grand merci à Véronique Anatole, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Moi, j'y suis depuis le début avec elle. Très franchement, elle est passionnée par Nominoé. Et puis, on est très content de la voir parce que s'il n'y avait pas, si la direction du CHU ne s'impliquait pas comme elle le fait, on n'aurait jamais eu ce succès-là. Voilà. Donc maintenant, je vous souhaite une très belle soirée. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre générosité. Et puis, vous aurez 3 intervenants qui parleront donc de l'ARN messager. Pardon, 4. Ah oui. D'habitude, c'est toujours trop 3. Là, ce soir, on a poussé un de plus. 4 intervenants. Et d'intervenants qui sont chacun 12 minutes, 15 minutes maximum. Donc, on vous demandera du silence pour les intervenants. Vous allez voir, cette salle, elle a un gros avantage, c'est l'acoustique. Vous voyez, on est plus de 500. Vous pouvez parler sans être dérangé. J'avoue que quand je l'ai construite, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Donc, on en profite. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne soirée. Merci, cher Jean-Paul. Et quelle chance, en effet, nous avons d'être accueillis dans cette magnifique écrin, le très beau Château des Pères et sa très belle orangerie. Un grand merci également à Julien et toute l'équipe du Château des Pères qui nous accueille si généreusement. Alors Véronique, Jean-Paul vous l'a dit, la présidente Véronique Anatole, la directrice générale du CHU de Rennes, est également présidente du Fonds Nominoé, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir, m'a chargée de vous transmettre ses plus sincères remerciements. Et j'ajoute quelques mots. Donc, je tiens à remercier très chaleureusement chacun d'entre vous, chers mécènes, chers donateurs et amis de Nominoé. Grâce à votre soutien continu, nous améliorerons la vie des patients au CHU de Rennes. Pour mieux illustrer l'impact de votre générosité, je vous invite à visionner une courte vidéo
laquelle montre combien on a réussi à faire de belles choses ensemble. J'en profite pour remercier particulièrement l'agence R2 qui nous a très gentiment accompagnés sur ce projet. Et bon, c'est pour tout vous dire, il y a un pro bono derrière, donc je les remercie doublement. On sait tous combien la santé est précieuse. C'est une cause qui nous concerne tous. Mais garantir un soin de la meilleure qualité a bien un coût. Heureusement, les Bretons ont toujours su s'unir pour faire face aux grands défis. Lancé en 2014, le fonds Nominoé rassemble 5000 généreux donateurs, grâce auxquels nous améliorons la qualité des soins et le confort des patients au CHU de Rennes, plus important établissement de soins en Bretagne. Plus de 600 000 consultations chaque année. Depuis 10 ans, Nominoé a pu déployer de nombreuses actions. Accueillir les enfants malades dans un univers apaisant et leurs familles dans des maisons des parents en proximité. Faire profiter les Bretons de ce que la technologie a de meilleur. Améliorer le confort des malades. Mais aussi de ceux qui prennent soin d'eux. Égayer la vie des patients. Équiper le CHU des dernières innovations. En faisant un don à l'hôpital, votre entreprise renforce son engagement au RSE et soutient la santé de proximité. Toutes ces réalisations font notre fierté et c'est grâce à vous. Alors merci pour votre soutien. Vos dons sont essentiels. Ensemble, continuons à faire plus et mieux pour les malades hospitalisés au CHU de Rennes. C'est vous que vous applaudissez parce que tout ça s'est rendu possible grâce à votre aide. Et en parlant de projets, on en a 2 petits nouveaux qui arrivent là, qui sont présentés sur vos tables. Il y a un petit document que je vous invite à regarder. N'hésitez pas à le parcourir, à le compléter si vous jugez utile. Ce sont 2 projets d'avant-garde pour la cardiologie que, si tout va bien, et avec votre soutien, nous pourrions financer dès la fin de l'année. Et pour plus de détails, il y a le professeur Erwan Donald qui est dans cette assemblée, qui pourrait vous en dire plus. Mais le thème de ce soir, c'est plutôt l'ADN. Je vais inviter Karim Boudjema, qui va ouvrir les débats pour nous plonger dans l'univers fascinant de l'ADN. Je vous remercie pour votre soutien indéfectible et place aux médecins. Mesdames, Messieurs, chers amis de Nominoé. Alors évidemment, tout le monde sait ce qu'est l'ADN. Tout le monde sait que l'ADN est au cœur de notre existence, à tel point que ADN s'est passé dans le langage courant. C'est le terme qu'on utilise en entreprise pour caractériser l'essence même de ce que l'on fait tous les jours. Mais, toujours un mais, comprenons-nous vraiment ce qu'est l'ADN ? Comment est-il structuré ? Comment il fonctionne ? Comment on peut le réparer ? Parce que depuis quelques années, c'est la révolution. Nous sommes capables d'aller dans le patrimoine génétique et changer les petites cases pour faire des choses. Comment demain, cet ADN va nous permettre de prévenir ou de traiter des maladies qui, aujourd'hui encore, sont du domaine de l'incurable. Et comment, grâce à cet ADN, nous arrivons aujourd'hui à éclairer des mystères qui seraient restés des cold cases il y a encore quelques années. Nous allons voir tout ça ce soir. Parce que, pour répondre à ces questions absolument fascinantes, le Fonds Nominoé et le CHU de Rennes
ont fait appel à leurs ressources intellectuelles et ont réuni pour vous 4 experts qui chacun sont prêts à vous dévoiler en 12-15 minutes les vérités sur ce sujet absolument fascinant, absolument passionnant. Alors pour ouvrir la série des présentations, je vois elle commence déjà à ricaner, j'ai l'immense honneur, le grand plaisir de vous présenter le professeur Sylvie Audan. On peut l'applaudir. Alors, le professeur Sylvie Audan est professeur de génétique au CHU de Rennes. Elle est coordinatrice de la plateforme des maladies rares de Bretagne et elle est coordinatrice également du réseau des généticiens du Grand Ouest. Alors, je sais qu'elle est d'une grande humilité et là, tu vas te boucher les oreilles parce qu'à l'abri de son écoute, je veux vous dire qu'elle est vraiment reconnue comme l'une des plus grandes spécialistes de l'ADN. Sylvie, tu as la parole. Merci beaucoup, Karim, et chers tous, je suis très émue et touchée que vous ayez choisi ce thème pour la soirée. C'est ma passion, la génétique, c'est la passion aussi de mes collègues. Et on va essayer de vous faire passer un bon moment ensemble. Alors, la génétique, ça peut faire peur. Moi, je suis clinicienne, donc j'ai l'habitude d'expliquer à mes patients assez simplement, j'espère, que donc le corps humain comprend des milliards et des milliards de cellules, hein, c'est à peu près 60 milliards. Chaque cellule a un noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes, c'est la grosse armature de notre hérédité. Et les chromosomes, qui marchent par paire, un de papa, un de maman, contiennent donc l'ADN, et l'ADN porte les gènes. On a environ 20 000 gènes. Alors, quand on zoome sur toute cette machinerie, en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est d'une compaction incroyable, puisque, en fait, quand on zoome encore, on s'aperçoit que l'ADN est fait d'un enchaînement de lettres, A, T, G, C. C'est tout, ATGC, mais dans un certain ordre, bien sûr. Et c'est cette machinerie incroyable qui va pouvoir fabriquer via l'ARN, dont vous allez entendre parler par Pierre tout à l'heure, des acides aminés qui vont se regrouper, fabriquer des protéines. Et ces protéines ont un rôle absolument majeur dans notre organisme. Ils vont servir, bien sûr, de structure, hein, vos muscles, hein, par exemple, mais aussi tout un tas de fonctions, le transport, la défense immunitaire, etc. Pardon. Donc, finalement, notre génome, c'est un peu comme une grande bibliothèque avec des livres. Les livres, ben, c'est les chromosomes. Et qui contiennent des mots, hein, dans un certain ordre, des phrases. Et ces mots qu'on peut assimiler aux gènes peuvent contenir des fautes d'orthographe. Alors il y a des fautes d'orthographe qui ne sont pas très graves, qui ne changent rien, c'est des variants bénins. Et puis de temps en temps, malheureusement, il y a des variants qui peuvent donner des maladies. Et c'est ce que la génomique va essayer de... Enfin, c'est même pas va essayer, hein, fait maintenant, c'est de décrypter et de faire le tri. Alors, votre génome est différent de seulement 0,1% par rapport à n'importe qui d'autre, et ça fait donc 3 millions de différences quand même dans votre ADN. Si vous lisez une lettre de votre ADN par seconde, 24 heures sur 24, il vous faudra 100 ans pour réciter votre génome entier. Si tout l'ADN de vos cellules était étendu en ligne, il pourrait aller de la Terre au Soleil et revenir 70 fois. Alors voilà cette plaque un petit peu plus compliquée, mais c'est juste pour vous rappeler en une plaque l'histoire de ces incroyables progrès technologiques. Il faut se rappeler que c'est quand même Mendel, hein, en 1865, qui, avec ses petits pois, a découvert l'hérédité.
Et puis est venue bien plus tard la découverte de la structure de l'ADN avec l'équipe de Watson et Crick et Rosalind Franklin. Puis en 1959, la trisomie 21, l'équipe du professeur Lejeune et de Marthe Gauthier, donc ce qui a permis de faire des karyotypes. Et puis, donc je passe les étapes, mais on est arrivé ensuite à l'ère moléculaire, c'est-à-dire jusqu'aux gènes, avec d'abord la PCR, des séquenceurs automatiques où on séquençait gène par gène finalement. Et on est arrivé, vous savez en combien de temps on a séquencé le premier génome humain? On a fini en 2003 pour la première fois, il a fallu 13 ans pour y arriver. 13 ans pour séquencer 3 milliards de paires de bases et 3 milliards de dollars. Et donc, on arrive maintenant à des analyses de tout le génome, l'ère omique, avec, dans le soin, et j'insiste bien tout à l'heure, Karim a très bien introduit, on est vraiment dans le service aux patients. La génomique est arrivée dans le soin pour les patients, avec au-delà l'étude de ce que produisent les gènes, le transcriptome, l'épigénome, l'influence de l'environnement, le métabolome. Alors vous imaginez bien la masse de données qu'on peut accumuler. Il va falloir faire le tri dans tout ça. Et puis la génétique pose tout un tas de problèmes techniques, bien sûr, technologiques, mais aussi éthiques. Faut-il savoir, ne pas savoir, et aussi sociétaux, puisque voilà, derrière, on imagine les banques, les assurances, les employeurs. Voilà, on pourrait en parler longtemps. Alors, quand j'ai commencé à faire de la génétique, une fois qu'on avait fait le karyotype, on avait à peu près fini les explorations. Et c'est pas, je suis un peu vieille quand même, mais c'est pas si vieux que ça. Et donc, vous voyez là, le karyotype, une photo des chromosomes, 3 chromosomes 21, voilà, c'était facile. C'était facile la génétique à ce moment-là. Puis quand on faisait un diagnostic, on était les rois du monde parce que tout le monde disait « oh là là, elle est forte ». Maintenant, on a des preuves que c'est ça ou c'est pas ça. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le changement d'échelle. Maintenant, on est vraiment dans une loupe pour aller décrypter les gènes, vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Et on va découvrir des nouveaux gènes, mais on va aussi trouver des gènes dont on ne connaît pas la fonction, des variants dont on ne connaît pas toujours la fonction. Donc, il va falloir dans tout ça trouver les gènes qui sont associés aux maladies. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire ? Eh bien parce qu'on le disait, donc la génétique est arrivée dans le soin. Et la génétique, ça n'est pas uniquement une machine et des tubes. C'est tout un parcours, le parcours génomique du patient, avec des consultations, la signature d'un consentement. Tout ça prend du temps. Bien sûr, le séquençage. Un travail magistral, je me tourne vers mes collègues biologistes, des biologistes pour interpréter tout ça, et les bioinformaticiens. Et puis un travail vraiment multidisciplinaire pour faire un retour toujours au patient, le patient étant bien sûr au cœur du processus. Pardon. Ah, j'ai râpé. Voilà. Et puis, cette médecine génomique, en fait, on pense que ça concerne une petite niche, mais en fait, pas du tout. Elle est en train d'infiltrer tous les domaines de la médecine. Vous allez entendre parler de cancer, des maladies rares, mais aussi de plus en plus des maladies communes, les maladies infectieuses, on va en parler. Et elle concerne aussi tous les âges de la vie. C'est ça qui est absolument passionnant en génétique, en fait. Vous allez vraiment du fœtus jusqu'à la mort. Et pour exemple, je parlerai du dépistage néonatal, donc dépister pour traiter avant que l'enfant soit malade. On est actuellement dans un gros projet avec nos collègues de Bourgogne-Franche-Comté pour élargir le dépistage néonatal actuel à une centaine de maladies traitables, graves, qui touchent les enfants avant l'âge de 5 ans, pour les traiter avant qu'ils soient malades. Et je voudrais juste vous donner un exemple, une maladie que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'amyotrophie spinale infantile, parce que le dépistage va démarrer très très bientôt. C'est une maladie neuromusculaire très grave. Les enfants mouraient avant l'âge de 2 ans. Et il y a une thérapie génique là, qui est arrivée complètement révolutionnaire. Vous allez voir un petit exemple après. Alors,
Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit focus sur les maladies rares, parce que c'est mon dada. Une maladie rare, c'est quand ça touche moins d'un enfant sur 2000 personnes. Ça n'a de rare que le nom, hein, parce que ça touche 3 millions de personnes en France quand même, hein, toutes réunies. Je suis sûre que vous connaissez de près ou de loin ou êtes peut-être touché, hein, par une maladie rare. Et le gros défi, c'est que 95% de ces maladies sont actuellement sans traitement spécifique. Un malade sur 3 est sans diagnostic et la moitié des malades sont des enfants. Jusqu'à maintenant, ça paraissait inconcevable de pouvoir réparer l'ADN, de remplacer un gène malade par un gène qui fonctionne. Eh bien, ça y est, on est ça n'est plus que de la recherche, hein, que ce soit une injection directe ou via les cellules du patient qu'on modifie et qu'on réinjecte. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de l'amyotrophie spinale infantile. Voilà, je vais vous montrer un petit exemple. Je ne sais pas comment je fais pour mettre en route la vidéo, là. Il faut appuyer sur quoi? Rien. Voilà, vous voyez cet enfant par terre, là, ça, c'est sa petite sœur. Elle est en pleine forme. Elle a la maladie, la même que son petit frère, là, vous voyez, qui a un peu plus de 2 ans, qui n'a pas été traité parce qu'il n'y a pas de cas dans la famille. La deuxième, elle a été dépistée parce que la maladie était connue dans la famille. Elle a bénéficié de cette thérapie génique. Et voilà, donc ce que va permettre la médecine génomique et le dépistage néonatal élargi. Voilà, donc tout ça, c'est un travail d'équipe, évidemment. Il faut pouvoir suivre les nouvelles technologies. Ça va très, très vite. Et on espère pouvoir acquérir à Rennes ces machines très innovantes, hein, et notamment les machines haute génération qui vont permettre maintenant de séquencer le génome en une journée au lieu de 13 ans et pour innover et innover pour traiter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous continuez à passer une bonne soirée. Comme vous l'a dit Marie, nous allons continuer à dérouler cette magnifique histoire sur les messagers de l'ADN avec une nouvelle conférence qui va porter sur une technologie de pointe, une technologie d'avenir. Et cette technologie a pour but principal d'essayer d'aller modifier l'infiniment petit, donc si vous avez bien compris, qui est situé dans le noyau de nos cellules, et donc de modifier les anomalies de notre génome responsables de certaines maladies, héréditaires ou non, cancéreuses ou non. Cette conférence va vous être présentée par un professeur de génétique moléculaire qui travaille au CHU de Rennes, mais qui est également une directrice d'équipe de recherche qui est internationalement connue pour ses travaux. Et cette équipe de recherche étudie particulièrement les gènes qui sont impliqués dans certains cancers pédiatriques et dans les mélanomes de la peau. Et peut-être que si on vous parle de mélanome de la peau, vous allez dire « mais ça ne nous concerne pas, c'est un cancer du sud de la France ». Eh bien non, il faut savoir que le mélanome de la peau est beaucoup plus fréquent en Bretagne. Donc j'ai le très grand plaisir de vous présenter et d'accueillir le professeur Marie-Dominique Galibert. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction et je suis comme Sylvie très honorée d'être présente ce soir pour vous présenter donc cette conférence sur CRISPR-Cas9 ou la découpe du gène. Et j'espère qu'à l'issue de cette conférence, eh bien, vous pourrez expliquer à tous vos amis, vos enfants, qu'est-ce que c'est cette technologie. Alors cette technologie, le CRISPR-Cas9, c'est un ciseau moléculaire, ou un ciseau biologique. Et comme on vous l'a déjà présenté, ça va vous permettre d'éditer le génome. Éditer, c'est corriger, c'est faire un copier-coller. On a tous l'habitude sur nos ordinateurs, on coupe, on colle et on corrige. Eh bien, c'est exactement la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'on a découvert cette technologie? Et comment, petit à petit, on a pu en faire une révolution? Cette technologie, eh bien, on le doit au travail de 2 chercheurs, de 2 scientifiques internationalement connus, 2 femmes. Emmanuelle Charpentier, une collègue française, qui a fait ses études à la Sorbonne, Pierre et Marie Curie, et qui a fait sa thèse de sciences à l'Institut Pasteur.
Et c'est son travail en collaboration avec Jennifer Doudna, qui, elle, est biochimiste, qui ont, grâce à leur collaboration, et ça c'est vraiment important, sur des travaux très fondamentaux sur les bactéries, qui ont pu identifier ce mécanisme. Et ce travail a été congratulé par le prix Nobel qu'elles ont reçu en 2020, parce qu'elles ont découvert, donc pour les travaux qu'elles ont faits en 2012. Leur travail très fondamental sur les bactéries. Parfois, il faut regarder les choses, les tout petites choses, et c'est là où on apprend. Les bactéries, comme nous, doivent se défendre, et leurs prédateurs, ce sont les virus. Vous voyez cette capside, ce virus qui va attaquer la bactérie. Elle attaque la bactérie, et comme on l'a vu avec le Covid, elle injecte son ADN. Le génome du virus va venir dans la bactérie. Et là, il faut se défendre. Et là, la bactérie a mis en place un système simple, efficace. Grâce à ce système, alors je vais essayer de trouver le pointeur. Voilà. Donc ça, c'est l'ADN de votre virus. Eh bien, la bactérie a une enzyme qui s'appelle Cas9 et qui va aller reconnaître des motifs CRISPR. Et grâce à ça, lorsqu'elle reconnaît, elle va activer en son sein, il va pouvoir couper le génome du virus. Et si elle coupe le génome du virus, eh bien, le virus ne peut plus se servir de la bactérie pour se répliquer et vivre et faire d'autres virus. Donc le CRISPR-Cas9, c'est finalement l'arme secrète des bactéries. C'est un mécanisme simple, mais très sophistiqué. Et là où ces deux chercheuses elles ont vu le potentiel de leurs travaux, elles ont vraiment visionné l'avenir. En effet, on parle de ce système comme des ciseaux moléculaires, et c'est un système qui est redoutable parce que très simple, un guide qui va dire exactement où il faut couper et une enzyme, et ici est représenté ce guide, qui va se fixer sur l'ADN, donc là viral quand c'est la bactérie, et là la partie, l'enzyme, c'est finalement la force qui va vous permettre de couper. Donc c'est un système précis, efficace, versatile. On peut le couper exactement où l'on veut. Et quelque chose, je pense, qui va vous plaire, vous en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est un système rapide et très économique. Donc là, vous l'aurez compris, qu'il y a un enjeu qui est formidable. Et là aussi, ce qui est important, avec Sylvie Audan, vous avez vu la rapidité à laquelle, finalement, les choses s'accélèrent. Là aussi, on peut voir qu'elles ont eu donc leur récompense pour la découverte du mécanisme donc de Cas9, mais il faut savoir qu'en fait, ces découvertes qu'elles ont faites, ça repose sur des travaux antérieurs. Les premiers, c'était en 1987, qui identifiaient ces séquences CRISPR. On identifiait ensuite la signature Cas, les systèmes de défense, mais en fait, elles ont vraiment mis le doigt sur le mécanisme. Et après, ça s'accélère. Vous allez voir, vous voyez là, on a plus de 30 ans, et maintenant, 2024, on a déjà des thérapies qui utilisent cette technologie. Donc très vite, l'année suivante, vous voyez, on fait les premiers travaux dans les cellules humaines, et ensuite, on arrive à screener le génome. Donc là, on a vraiment un effet d'accélération et de transformation. C'est pour ça qu'on parle de véritable révolution. Alors, quand on dit une révolution, il y a plusieurs choses qui se passent. Premièrement, donc 2012, on a donc ce système, vous voyez, avec le guide, l'enzyme, ça coupe votre ADN. C'est efficace. Depuis 2012 jusqu'en 2016, et encore maintenant, on découvre de nouvelles cases, de nouvelles enzymes, donc ça veut dire de nouvelles fonctions. Vous voyez ici, on coupe simplement un seul brin. Là, on a une coupure qui est un petit peu différente, et là, on va couper du simple brin, donc de l'ARN. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, qui dit de nouvelles fonctions, eh bien, on peut imaginer de nouvelles applications. Et là, on peut très facilement éliminer un gène ou corriger à la base près. Alors, éliminer un gène, c'est ce que l'on utilise au quotidien au laboratoire. Donc là, je vous ai montré, comme Nathalie vous l'a dit, nous, on travaille donc, à l'Institut de génétique et développement. Notre travail, c'est sur les mélanomes et les cancers pédiatriques.
Et nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de comprendre pourquoi une cellule normale, tout d'un coup, va devenir une cellule cancéreuse qui devient très proliférative, qui migre, qui est très invasive, qui va nous faire des métastases, et pourquoi aussi elle résiste aux thérapies. Et lorsque l'on a des idées de mécanismes, et là, on avait mis le doigt sur un acteur, on va, pour faire la preuve de concept que cet acteur est important, eh bien, une des façons, c'est de l'éliminer. Et c'est ce que l'on a fait avec la technologie CRISPR-Cas9. Les cellules de mélanome très agressives qui expriment ce facteur, grâce à la technologie, on va, avec nos ciseaux magiques, on enlève. Et lorsque l'on regarde les capacités de ces mélanomes, ici, en 4 jours, vous voyez, avant, vous avez une capacité migratoire qui a complètement disparu une fois que l'on enlève ce facteur. Donc, vous voyez, cette technologie, nous, au laboratoire, ça nous permet vraiment de faire des preuves de concept et de se dire, ça, c'est une cible qu'il va falloir targeter en thérapie. Donc ça, c'est pour éliminer un gène. Maintenant, pour corriger un gène. Donc, comme vous l'a dit Sylvie, on a le génome, c'est un code à 4 lettres, GATC. Et la lecture se fait par un système de triplet, donc ATC, GAT, CTA. Je vous ai fait un petit exercice en anglais, parce que l'anglais nous permet d'avoir des petits mots à 3 lettres. Alors, un petit mot, the big red fox. Donc, imaginez, on a une première anomalie. Finalement, une anomalie qui n'est peut-être pas si grave que ça, mais on va perdre 3 lettres, on va perdre de l'information. Donc là, en termes de pronostic de pathologie, on aura certes une maladie, mais peut-être pas trop grave. En revanche, si on perd 3 lettres, mais à cheval, là, tout d'un coup, votre information n'a plus de sens. Donc là, c'est plutôt associé à une maladie qui va être de plus en plus grave. Et là, de plus en plus, on enlève juste une base. Ce n'est pas la taille qui importe, mais là, juste une base, et là, vraiment aucun sens. Donc là, pathologie importante. Donc ça peut être des anomalies, on perd des bases, on modifie des bases, ou même on peut gagner des bases. Gagner des bases, c'est pas mieux. Et ça, ce sont typiquement des maladies, ce qu'on appelle des maladies à triplet. On a une répétition à l'infini, et là, plus de sens du tout non plus. Donc lorsque l'on a là, tout l'intérêt de nos ciseaux magiques de venir corriger. Et les pathologies que j'ai essayé de vous mimer, c'est des pathologies entre guillemets du quotidien, la myopathie de Becker qui est beaucoup moins grave que la myopathie de Duchenne, et ici ces amplifications, les maladies de Huntington. Et la technologie de CRISPR-Cas9 a fait ses preuves dans la myopathie de Duchenne chez les souris. Et en fait, en éliminant ce petit fragment avec nos ciseaux magiques, eh bien, on rétablit une information qui n'est certes pas complète, mais qui correspond à l'information dans les myopathies de Becker. Et à ce moment-là, on a un phénotype qui est beaucoup moins grave. Donc ça, c'est pour corriger nos gènes. En pratique, comment est-ce que l'on peut le faire ? Eh bien, encore une fois, je vous ai montré, on a deux technologies qui ont été rapidement présentées par Sylvie, mais que je reprends. Soit on part des cellules, c'est la technologie, on dit ex vivo. On va partir des cellules mutées du patient, d'où l'importance de dépister très tôt, d'où l'importance de séquencer. Très tôt, si on sait qu'un enfant est atteint, eh bien, on peut isoler ces cellules, on les corrige. Vous voyez, on avait une cellule qui n'était pas du tout normale, on la corrige, on l'amplifie et on injecte au patient ces cellules corrigées. Et l'idée, c'est de guérir. L'autre approche, cette fois-ci peut-être plus risquée, mais c'est de nos ciseaux, on les encapsule, comme on a encapsulé notre vaccin ARN, exactement la même façon d'encapsuler, et on injecte au patient. Et là, c'est là où on va voir les résultats phénoménaux. C'est que 10 ans plus tard, 2012, 2024, eh bien, on a déjà plusieurs essais en cours, plusieurs maladies qui ont été tentées qui sont traitées et pour lesquelles, aux États-Unis, on donne le label, la FDA donne le label d'orphan drug. Donc vous voyez, c'est une véritable révolution et en 10 ans, les progrès qui ont été faits. Alors évidemment, quand on parle du CRISPR-Cas9, eh bien, on peut l'appliquer à plein d'autres organismes. Et comme nous avons un excellent dîner ce soir, on peut aussi l'appliquer au monde alimentaire.
Et on pourrait tout à fait modifier, comme nos OGM, mais de façon peut-être plus élégante et plus fine, et bien modifier par exemple le blé et faire un blé sans gluten. Voilà l'intérêt. Donc vous voyez qu'avec cette technologie, c'est vraiment grâce à ces ciseaux moléculaires. Et je pense que ce qu'il faut mettre l'accent, c'est que les travaux fondamentaux sont excessivement importants. On peut se dire, mais pourquoi travailler sur la bactérie? Est-ce qu'on va avoir de l'argent ou pas? Il faut financer ces travaux-là. Parce qu'en faisant, on identifie effectivement des mécanismes tout à fait originaux et on peut, lorsqu'on a l'intelligence et puis la vision, finalement, les mettre au bénéfice de la santé. Et ici, pour nous, de la santé, au bénéfice de nos patients et de nos familles. Donc on peut vraiment parler d'une révolution dans la thérapie génique parce que dans la rapidité d'action. Et je vais terminer avec cette diapositive en vous remerciant et en remerciant évidemment le Fonds Nominoé parce que grâce à lui, eh bien, effectivement, grâce à vous en tant que donateur, eh bien, ça nous permet au niveau du CHU d'avoir aussi d'avoir du soutien au niveau de notre recherche. Merci. Nous revoilà pour la 3e conférence. Alors, je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure, parce que les personnes que vous avez vues pour introduire d'abord Sylvie Audan, le professeur Karim Boudjema, ensuite le professeur Nathalie Rioux-Leclerc et maintenant le professeur Yannick Malédan, ils ont un point commun, ils sont tous les 3 administrateurs du Fonds Nominoé et éminents membres du comité scientifique de Nominoé. Je laisse la parole à Yannick. Merci beaucoup Marie. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vu d'ici, vous êtes impressionnants, hein, ça fait vraiment plaisir et votre présence témoigne effectivement de cet attachement que vous avez à Nominoé et on ne peut qu'une nouvelle fois vous en remercier. C'est vrai que ça va faire 10 années de connivence, 10 années de complicité, d'échange et en particulier 5 années dans ce magnifique écrin. Merci Jean-Paul de l'avoir construit pour nous. Et comme dit Marie, en dehors de nos présences, tu peux quand même l'utiliser. Nous ne serons absolument pas jaloux et on te remercie encore de ça. Alors, ça fait 10 ans de thématiques scientifiques. Si je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Voilà, 10 ans de thématiques scientifiques. Rassurez-vous, je ne fais pas un topo. Hein. Je fais simplement une introduction au topo qui, normalement, est plus long que le topo lui-même. Mais ça, je m'en expliquerai avec le conférencier. Ça fait donc 5 ans que nous avons des thématiques scientifiques. Alors avec le comité scientifique, qui est une joyeuse bande de trublions que Marie, il faut la remercier, a beaucoup de mal à corriger. On cherche des thèmes qui sont à la fois des thèmes innovants, des thèmes qui vont vous intéresser. Ça, c'est quand même la base de tout. Et ce n'est pas toujours très, très simple. Alors on a une procédure classique. Une fois qu'on a déterminé le thème, cette fois ADN, ARN, on sous-segmente, on coupe, pour trouver des thématiques différentes. Et une d'entre elles, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, voire quelques années, il y a eu un corps étranger extérieur qui est arrivé et qui n'a pas été sans nous poser quelques soucis. On s'est beaucoup impliqué et on a beaucoup discuté de l'ARN messager à cette époque-là. Et ça nous paraît relativement important de continuer à en parler. Et donc, comment fait-on? On fait d'abord une approche bibliographique exhaustive. Et après, une fois que c'est fait, on prend nos meilleurs ambassadeurs à qui on donne des moyens démesurés. D'ailleurs, il y aura une réflexion au niveau du comité pour savoir si on n'est pas au-delà de ce qu'on devrait leur accorder. Et avec leur souci d'exhaustivité, ils vont sillonner la France entière pour nous trouver les gens qui pourraient, à la limite, intervenir. C'est un retour, Jean-Yves, tu nous avais bien eu l'année dernière. Qui pourraient intervenir là-dessus. Alors, parfois, ils font des rencontres improbables. Hein. Et là, on n'a pas pris. Franchement, on a décidé qu'on n'irait pas jusque-là et on a préféré, à base de réflexion, parce qu'en plus la visio avec les baumettes, elle n'était pas très facile pour vous le présenter ce soir. Et donc on est resté avec des intervenants locaux. Et on en est très très fiers. Et vraiment, je suis extrêmement heureux, vous voyez que je tiens mon temps quand même, de vous présenter vraiment une des stars de l'infectiologie française, le professeur Pierre Tadevin, qui en plus, lors de la pandémie, a été le président de la Société de pathologie de langue française. Donc c'est lui qui a été sur le devant médiatique, c'est lui qui a coordonné les pas faciles que sont les infectiologues. 40 ans de réa, je peux vous dire que c'est des pas faciles, mais c'est des très brillants.
Et voilà, et Pierre, il est là, et on est vraiment très très heureux. Et puis, Monsieur Le Drian, il est du Morbihan. Parce que ça faisait également partie, sachant votre présence, ça faisait également partie des critères de sélection. Il aurait pu être du 22, mais là, il aurait trop flirté avec la perfection. Donc, je me permets simplement de lui dire merci Pierre de ta présence et bon topo. Merci beaucoup Yannick. Alors c'est vrai que c'est impressionnant d'ici quand Karim Boudjema m'a appelé il y a quelques mois pour me dire est-ce que tu pourrais venir dire un mot à un petit dîner. Je n'avais pas imaginé quelque chose d'aussi prestigieux. Alors je voudrais vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, pour la recherche, pour l'amélioration des patients. Et puis un petit merci particulier à Yannick Malédan, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis une vingtaine d'années sous différentes casquettes et c'est toujours un grand plaisir. Donc si je pouvais avoir mes diapositives s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas vous parler que de l'ADN ou de l'ARN. Je me suis dit que pour arriver jusqu'à cet épisode, effectivement, des vaccins ARN messagers qui ont un peu changé la donne en 2021 et qui nous ont permis de respirer un peu, on m'a proposé de parler des grands moments, des grandes découvertes de la vaccination de Edward Jenner à Katalin Karikó. Alors, Edward Jenner, vous connaissez peut-être l'histoire, mais c'est vraiment une histoire assez illustrative de la recherche observationnelle. Il s'était rendu compte, c'était un médecin anglais qui passait pas mal de temps dans la campagne, que les fermières qui s'occupaient de traire les vaches avaient des petits boutons sur les doigts et que quand les épidémies de variole arrivaient dans les villages, les fermières passaient à travers. Et il s'est dit, il doit y avoir quelque chose dans les boutons de ces petites fermières sur les doigts qui les protège de la variole. Et il s'est dit, on va essayer de faire, alors ils ne savaient pas que c'était de la vaccination, mais c'est de là que vient le mot vaccine, de la vaca. On va prendre le contenu des petits boutons qu'elles ont sur les doigts, on va l'inoculer à d'autres personnes qui ne sont pas du tout des fermières et on va voir ce qui se passe à la prochaine épidémie de variole. Et bingo, les gens étaient protégés. Au début, donc il n'y avait pas beaucoup de fermières, il leur demandait, il les piquait tous les boutons, elles en avaient marre. Et ensuite, il a développé ce qu'on appelle la vaccination de bras à bras, c'est-à-dire qu'une personne vaccinée pouvait, après, elle développait des boutons à l'endroit du vaccin, servir de source pour la prochaine personne à vacciner. Et puis après, ça a été plus vite, ils ont réussi à mettre ça dans des tubes et à faire le vrai début de la vaccination. Ce qui est aussi intéressant à l'époque, c'est que quelques années plus tard, là on est 5 ans plus tard, il y avait déjà des sociétés anti-vaccins. Ça c'est la Anti-Vaccine Society, c'est écrit en bas à droite. Des gens qui s'inquiétaient de savoir qu'on pouvait injecter un produit qui peut-être venait des vaches. Et vous voyez sur la peinture, l'inquiétude à l'époque, ce n'était pas les adjuvants, l'aluminium ou ce que vous voulez, c'était le risque qu'il y ait des vaches qui se réveillent à l'intérieur des organismes. Donc on sent bien que le vaccin a inquiété les gens très tôt. Assez vite, pourtant, ça a été largement appliqué, et la raison pour laquelle ça a été appliqué, c'est que ça marchait très bien et que la variole était une maladie qui était très spectaculaire, qui tuait 10 à 20% des personnes quand il y avait des grandes épidémies, notamment les enfants. Et du coup, on voit sur ce tableau qui date de quelques années plus tard que la vaccination a été très demandée, très prisée, très vite. Dans les autres points dont il faut parler aussi un peu, déjà à l'époque, il y a des gens qui disaient qu'il vaut mieux laisser les gens s'immuniser naturellement, laisser les enfants rencontrer les microbes, faire les maladies, ce sera bien plus solide pour la suite. Ce qui a toujours beaucoup fait crier les pédiatres qui ont connu des enfants qui mouraient de la diphtérie, de la méningite, etc., qui maintenant ne meurent plus. Donc l'immunité naturelle, ce n'est pas toujours bon. Pas toujours aussi bien que les vaccins. Dans la suite, à peu près un siècle plus tard, c'est en France cette fois-ci qu'il y a eu quelque chose qui a été vraiment révolutionnaire aussi, qui sont les travaux de Louis Pasteur. C'est un peu le même principe. Il essayait d'obtenir un virus qui soit à peu près comme celui qui donne la maladie grave, la rage en l'occurrence, mais moins virulent. Et lui, il s'occupait de faire des repiquages sur du tissu nerveux de lapin. Et son vaccin s'améliorait au fil des années. Il l'a testé sur pas mal de chiens. Et il y a une histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, un jeune enfant qui avait 9 ans, qui s'appelait Joseph Meister, et qui s'est fait mordre par un chien enragé. Le chien enragé est mort. Tout le monde était sûr que l'enfant allait mourir aussi. Et les parents du petit Joseph Meister ont fait le voyage jusqu'à Paris et ont demandé à Pasteur de tester son vaccin, d'arrêter de le tester sur des chiens et de le tester sur le jeune enfant, qui a finalement survécu et a fait des conférences toute sa vie. Il a vécu jusqu'à 60 ou 70 ans. Pour raconter ce premier succès de la vaccination anti-rabies. Donc le principe de tous ces vaccins, mais on peut aller assez vite, c'est que finalement, il faut injecter aux patients, si on veut les protéger, quelque chose qui ressemble au virus qui fait des dégâts, mais qui n'aura pas à l'intérieur ce qu'on appelle les gènes de virulence. Donc c'est moins pointu comme génétique que tout ce qu'on vous a raconté avant, mais le principe, c'est qu'il
Il faut qu'il ressemble au virus qui fait des dégâts, mais qu'il ne soit pas ça. Ensuite, on l'injecte au patient qui, avec ses globules blancs, les lymphocytes en l'occurrence, va faire des anticorps qui vont le préparer pour la rencontre avec la maladie. Dans les autres histoires assez glorieuses de ces années-là, alors je ne sais pas si vous vous rappelez avoir été vacciné à l'école, mais on ne faisait pas cette tête-là, hein, ça fait un peu publicitaire quand même, mais la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les années 50 a été un peu miraculeuse aussi, puisqu'à l'époque, c'était la première cause d'admission en réanimation. Il paraît que c'est ça qui a donné lieu à la mise au point des ventilateurs mécaniques, des poumons d'acier, etc., parce que ça créait des épidémies de paralysie respiratoire. Et ça a disparu, on peut dire, dans tous les pays qui vaccinent. Il reste 3-4 pays dans le monde qui ont encore des épidémies de polio parce qu'ils ne vaccinent pas. Donc au milieu de tout ça, on pourrait se dire c'est un super médicament, on est le pays de Pasteur, tout va bien se passer. Et en fait, on a été longtemps, on n'est plus maintenant, et on a été le champion du monde de l'hésitation vaccinale, ou même du refus vaccinal, si on veut aller plus loin. Et ça, c'était une étude qui avait été faite un peu avant 2020, où ils avaient posé la même question dans tous les pays du monde. C'est est-ce que vous croyez dans les vaccins? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux? Et vous voyez qui est le plus foncé. C'est pas bon d'être le plus foncé. Il y avait 45% de la population française qui pensait que ce n'était pas une bonne idée. Alors ça s'est arrangé depuis. Il y a deux ou trois choses qui ont fait que maintenant on se vaccine mieux, et donc on va pouvoir arriver à ces vaccins ARN qui sont plutôt le sujet de la soirée. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est quand même pas une société trop individualiste, et l'argumentaire qui dit en se vaccinant bien, on protège ceux qui ne peuvent pas être vaccinés parce qu'ils sont trop fragiles, parce qu'ils refusent ou parce qu'ils n'ont pas répondu à la vaccination, ce qu'on appelle l'immunité de groupe, ça fonctionne quand même plutôt pas mal, et ça a par exemple très bien fonctionné pour le Covid. Les régions françaises qui étaient bien vaccinées à partir de 2021 ont eu des épidémies vraiment beaucoup plus tranquilles, y compris les non-vaccinés qui habitaient dans ces régions. Ensuite, il y a eu deux exemples, et je terminerai par ça pour tenir dans mes 12 minutes, pour lesquels le vaccin a vraiment été quelque chose qui change l'histoire. Il y a eu Ebola, donc vous voyez les photos là-haut, Ebola en 2014-2015, les épidémies en Guinée, Sierra Leone et Libéria, où la société africaine de ces trois pays-là avait été complètement détruite. Ça tuait entre un tiers et la moitié des gens. Ça faisait très peur, hein. Vous voyez cette photo qui était assez troublante parce que c'est des sociétés qui avaient su rester solidaires dans l'épidémie de sida, et dans Ebola, ça faisait trop peur. Les gens avaient tendance à tenir les malades à distance. Et là, c'est la première page de Libération de l'été 2014, un jour du mois d'août, où, après que la MSF puis l'OMS ait dit on n'y arrive pas, avait publié cette page, le virus hors de contrôle. Et en fait, la solution, c'était le vaccin. Alors, ça tombe bien que je parle juste après Marie-Dominique Galibert, puisque je ne connais pas bien tout ça, moi, les CRISPR et les ciseaux génétiques, etc. Mais ce vaccin d'Ebola a été fabriqué comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris une petite partie du génome du virus Ebola qui lui servait juste à coder les protéines de surface. Ils l'ont transporté, donc avec les petits ciseaux de Marie-Dominique, ils l'ont transporté dans un virus qui, lui, ne fait pas du tout de dégâts chez les humains, mais qui s'est mis à exprimer les protéines de surface du Ebola. Ils ont injecté à des volontaires sains, et d'ailleurs, il y a eu des patients qui ont été inclus au CHU de Rennes dans cet essai vaccinal chez les volontaires sains par le CIC. Et bingo, les patients vaccinés ne tombent pas malades et font des anticorps anti-Ebola. Et ça a été appliqué très vite. Alors, ils ont repris les méthodes de la vaccination en anneaux qui avaient été plutôt développées par la variole. C'est-à-dire que comme c'est une épidémie qui progressait vite et qu'ils n'avaient pas beaucoup de vaccins, ils ne pouvaient pas vacciner tout le monde. Donc, le principe était de vacciner tout le monde autour d'un cas. En se disant, quand ils diagnostiquaient un patient Ebola, donc ils l'isolaient, ils le soignaient, et en même temps, ils envoyaient une équipe mobile à son domicile qui vaccinait tout le monde autour. En sachant que parmi ceux-là, il y avait probablement une bonne partie qui était en incubation d'Ebola, qu'allait en sortir un dans 2 ou 3 semaines, et à qui on permettait de ne pas développer la maladie grâce aux anticorps du vaccin. Et ça a été la fin de l'épidémie Ebola à partir de 2015 dans ces 3 pays-là, qui était la plus grosse épidémie à l'époque. Et pour finir sur Covid, donc Covid, c'est l'avènement des vaccins ARN messagers. Donc c'est une chercheuse hongroise, Katalin Karikó, qui a démontré ça. Elle travaillait surtout sur l'outil, c'est-à-dire qu'elle avait montré qu'on pouvait faire plein de traitements, faire fabriquer plein de traitements aux patients avec l'ARN messager, mais aussi bien dans la cancérologie que dans le cardiovasculaire. Et quand elle a vu le monde complètement chamboulé par le Covid en 2020, elle a décidé de se lancer là-dedans. Et le principe, c'est qu'en fait, on savait que le virus, pour être protégé contre le virus, il fallait être protégé contre la protéine Spike. Donc elle a fabriqué un ARN messager qui fait fabriquer la protéine Spike.
Ils ont mis au point un système qui permettait d'emmener cet ARN messager dans les cellules humaines, donc c'est des nanoparticules lipidiques, et les humains se mettent à fabriquer à ce moment-là la protéine spike. Donc l'idée était brillante, il fallait que ça marche. Les études ont été au pas de charge. Alors c'est toujours quelque chose qui a été beaucoup dit à l'époque, c'est ce vaccin a été bâclé, il arrive trop vite. Alors les Français sont jamais toujours contents, des fois ça arrive trop vite, des fois pas assez vite, mais celui-là il arrivait trop vite. Et un point qui est important et qu'on soulignait beaucoup à l'époque pour essayer d'expliquer aux gens qu'il valait mieux se faire vacciner, c'est qu'il n'a pas été bâclé, il a été accéléré, c'est-à-dire que toutes les étapes de développement normal d'un vaccin, et ça dure en général entre 10 et 15 ans, donc on commence avec les animaux, on fait de la phase 1, de la phase 2, etc. Elles ont toutes été respectées pour les vaccins Covid, sauf que comme c'était la maladie que tout le monde avait sous les yeux, avec des gros enjeux en termes de santé, mais aussi des gros enjeux en termes financiers pour l'industrie, eh bien, ils s'étaient engagés au niveau mondial à accélérer toutes les étapes, et notamment les organismes qui normalement donnent le feu vert pour passer à l'étape suivante s'étaient engagés à répondre dans la semaine, alors que d'habitude il lui faut 3 mois, etc. Et les entreprises, les pharmacies, quand ils ont vu qu'ils avaient des bons candidats vaccins, passaient directement à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple commencé à fabriquer les usines de production des vaccins dès qu'ils avaient des bons résultats sur la phase 2. Ce qui a vraiment changé la donne, puisque quand on était à la fin de l'année 2020 à genoux avec les réanimations qu'on ne pouvait plus et les 90 lits de réanimation au CHU versus 4 fois moins d'habitude, on n'aurait probablement pas tenu une année encore comme ça. Et grâce au vaccin, on a une année 2021 beaucoup plus tranquille. Donc pour conclure, c'était surtout pour vous parler des points forts de la vaccination, parce qu'honnêtement, l'ADN et l'ARN, j'y connais pas énormément. Donc j'ai fait un peu de digression, j'espère que tu m'en voudras pas, Yannick. Juste pour rappeler que c'est quand même un concept vraiment écologique. Le principe, c'est d'apprendre aux patients à se défendre eux-mêmes avec leurs propres armes, que ça participe à la protection des populations et que ça permet de faire disparaître des maladies. Donc pour la variole, c'est fait, pour la polio, c'est pas loin, pour Ebola, c'est en tout cas contrôlé plus facilement maintenant. Et les points faibles, vous connaissez, c'est que avoir des effets indésirables quand on vaccine des gens en pleine forme, c'est toujours difficile à accepter. Et je terminerai en vous donnant un gros merci à nouveau à la Fondation Nominoé, avec un petit merci a posteriori sur une étude pour laquelle vous nous aviez beaucoup aidé au tout début du Covid, juste après la première vague, grâce à une biotech, NG Biotech, qui était une start-up que je remercie. Alors je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, on a été un des premiers CHU à pouvoir faire une enquête complète de tous les soignants. On a eu 4000 soignants qui ont participé pour savoir qui avait attrapé le Covid pendant cette première vague et surtout savoir les facteurs de risque pour mieux se protéger pour les vagues suivantes. Et donc, ça nous a beaucoup aidé. Et on a bien mis dans le papier, j'ai regardé ça avec beaucoup de sueur, mais on avait bien écrit que l'étude, le travail qui a été publié dans une revue américaine avait été financé par Nominoé. Donc, merci encore. De Nominoé oblige, après cette 4e conférence, on a une autre petite surprise. Pas du tout la même, pas une 5e conférence, évidemment. Donc je vous invite à rester encore quelques minutes au-delà de la très belle conférence que prononcera dans quelques instants Renaud Bouvet. Mais en attendant, je vous présente Jean-Yves Govrit, qui lui est membre du conseil d'administration de Nominoé, membre du comité scientifique. Il est également cycliste, bien sûr, à 6 heures perdues, mais il est surtout aussi le président de la commission médicale d'établissement. En gros, c'est le boss des médecins du CHU de Rennes. Merci. J'ai une petite diapo, si vous pouvez lancer. Donc, nom Bouvet, prénom Renaud. Donc vous êtes né le 18 juillet 1979. Vous avez 46 ans. Vous êtes né à Dinan, Perfection, Côte d'Armor. Donc vous me dites, professeur de médecine légale et droit de la santé au CHU de Rennes. Ah oui, vous avez 2 doctorats, donc un en médecine et un en droit. Bon. Alors revenons justement à la soirée du jeudi 19 septembre 2024. Vous me dites avoir un alibi en béton, avoir fait un topo sur l'ADN, le juge et l'assassin, devant 530 personnes. Et je cite, je reprends votre déposition,
c'est mettre au service de la justice votre connaissance médicale. Et alors je poursuis en plus, vous me dites, j'accompagne les enquêteurs et les magistrats dans leur travail. Bon, on est collègues en fait. Parfait. Bon, alors on va quand même vérifier votre alibi en appelant un à un les invités de cette soirée, en prenant la liste d'une certaine Madame Louis, qui aurait tous les numéros de téléphone. Je reprends la déposition. En plus, vous me dites, tout le monde va s'en souvenir, puisque à la fin de mon topo, tout le monde s'est mis debout, m'a applaudi, donc certains sur les tables ou sur les chaises. Bon, assez rigolé, Monsieur Bouvet, puisque vous faites votre intéressant, vous allez me refaire le topo là pendant 12 minutes 30, et on va voir si effectivement votre alibi tient la route. Bien, bonsoir à tous. Je suis très impressionné d'être devant un tel aéropage. Je suis très impressionné d'être devant mes collègues qui furent mes maîtres et qui m'ont demandé d'assurer cette présentation. Comme tu sais faire, m'a dit Karim, avec cet air sibyllin qui le caractérise. Et puis également très, très impressionné devant toute la science là, qui nous a été exposée, notamment par Sylvie et Marie-Dominique. C'est absolument prodigieux. Alors quand le médecin légiste paraît, au mieux on s'étonne, au pire on s'inquiète, mais vous aurez relevé la délicatesse des organisateurs qui ont attendu que le dîner soit terminé pour que nous abordions les sujets de médecine légale. Rassurez-vous, il n'y aura rien de sordide dans cet exposé. Alors peut-être que certains d'entre vous ne savent pas exactement ce que c'est que la médecine légale. Alors la médecine légale, alors c'est celle que vous connaissez, hein, c'est la médecine légale des séries policières. Donc les experts, Miami, mais il y a aussi des experts à Rennes et c'est tout. Donc vous voyez ici la salle d'autopsie dans laquelle nous officions, même si le fait de s'occuper des gens qui sont décédés représente une partie infime de notre travail, puisque, comme l'a dit Jean-Yves, l'essentiel, enfin, notre activité, notre travail, c'est de mettre à la disposition de la justice toutes les connaissances médicales possibles pour essayer de résoudre les questions qui sont posées à la justice. Donc nous, notre travail en tant que médecin, expert, eh bien, c'est d'aller rechercher sur le corps ou sur l'esprit des traces et de les interpréter afin qu'elles puissent, dans le contexte d'une enquête, avec le concours des enquêteurs, des magistrats, devenir des indices, voire des preuves. Et ça peut intéresser énormément de situations, alors qui ne sont pas toujours des situations très réjouissantes, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, et c'est nous. Alors le champ des questions qui sont posées à la médecine légale est finalement sans limite, mais il y a quand même certaines questions qui sont récurrentes et pour lesquelles on est interpellé. Et l'une d'entre elles, c'est l'identification des personnes physiques, à la fois pour identifier des victimes d'infractions, pour identifier des auteurs d'infractions. Et donc, il s'agit pour nous de mettre au profit de la justice toutes les techniques possibles pour essayer d'établir des identifications de certitude des personnes que nous sommes amenés à examiner. Alors, identifier les personnes, ça suppose ou ça autorise à mettre en œuvre des techniques extrêmement variées. Déjà, quand on se regarde les uns les autres, on ne se ressemble pas tous forcément, sauf si on est des jumeaux homozygotes, et encore. Mais depuis assez longtemps, les médecins, parce que c'est eux qui sont les plus proches du corps humain, ont mis à profit de la justice différentes techniques pour essayer de discriminer les individus les uns des autres. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Bertillon. Bertillon, ce sont des glaces, mais c'est aussi un monsieur qui a travaillé au XIXe siècle à la préfecture de police de Paris. Et il avait remarqué que le nez était un moyen qui permettait peut-être de différencier les gens selon sa forme, son volume, son allure, etc. Donc ça, c'est
l'anthropologie, l'anthropométrie des débuts. Et puis, on va avoir de cesse de rechercher des éléments de variation entre les individus, des éléments physiques, si possible inaltérables. Et c'est comme ça qu'on va scruter le bout des doigts et se rendre compte qu'au bout des doigts, il y avait des petites traces, que ces traces, elles étaient extrêmement variables d'un individu à l'autre, qu'elles étaient inaltérables, et que par ce moyen, eh bien, on pouvait identifier des personnes, et donc notamment des malfaiteurs. Alors on utilise aussi d'autres techniques, les dents, etc., peu importe. Et puis, Sylvie vous a présenté tout à l'heure l'épopée de l'identification du génome, etc. Alors dans une lecture qui était la sienne, c'est-à-dire une lecture de clinicienne, de soignante, qui identifie les maladies et qui les soigne, nous, notre démarche, elle est différente, puisque c'est une démarche de diagnostic, mais qui n'a pas de finalité soignante, qui a une finalité de contribution à l'œuvre de la justice. Et donc, dans les années 80, en 1985, il y a un monsieur qui s'appelle Alex Jeffries, qui est de l'université de Leicester, qui va remarquer que dans tout ce ruban d'ADN que Sylvie vous a montré tout à l'heure, il y a certes des parties qui sont codantes et qui permettent de fabriquer des protéines, et puis il y a des parties qui ne codent pas de protéines, alors qui servent peut-être à quelque chose, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais dont on s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement variables d'un individu à l'autre. Donc voilà une découverte qui est une découverte de la science médicale, dont assez vite, dans une application judiciaire, on va se rendre compte de l'intérêt. Parce que si ça bouge beaucoup d'un individu à l'autre, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir faire de l'identification comparative en regardant ces petits bouts de chromosomes qui codent rien. C'est ce qu'on a appelé, par analogie avec les empreintes digitales, les empreintes génétiques. Donc comment ça marche? Bon, là, ça a une allure un peu compliquée, mais ça ne l'est pas du tout. En gros, on va regarder sur ces parties d'ADN certaines zones qui sont extrêmement variables d'un individu à l'autre, et puis on établit comme ça une forme de carte d'identité génétique de la personne. Et quand sur une scène d'infraction, on va trouver, je sais pas si c'est ici, on va trouver de la matière biologique, et qu'on a par exemple des personnes mises en cause, un individu B, eh bien, on va rechercher les mêmes marqueurs au même endroit et on va, grâce à des bases de données très importantes, des données massives, on va faire de la comparaison grâce à de l'informatique et on va trouver comme ça des matchs, c'est-à-dire des correspondances entre une trace d'intérêt, ici, et puis éventuellement des personnes suspectées, et puis avec le développement des bases de données, on va augmenter en permanence nos capacités d'identification, puisque, sans rentrer dans les détails, les personnes qui sont mises en cause pour avoir commis des infractions pénales ou qui sont condamnées pour avoir commis des infractions pénales, on prélève leur matériel biologique et on les rentre dans la banque. Donc cette banque, elle s'enrichit en permanence de nouvelles empreintes génétiques, et c'est comme ça qu'on peut résoudre des enquêtes. Donc ce qui est fondamental de comprendre, c'est que les possibilités d'identification sont étroitement liées aux puissances de calcul des bases de données qui sont mises à notre disposition. Et c'est grâce à ces bases de données mises à notre disposition, à leur accessibilité, aux performances dont Sylvie a parlé tout à l'heure, en termes de potentiel de capacité de séquençage, qu'on peut accéder à des résultats tout à fait extraordinaires qui étaient inatteignables il y a 30 ou 40 ans. Alors, à titre d'illustration, voilà une affaire sordide, the coldest of cold cases, le plus froid des cold cases. Donc, c'est une affaire qui se déroule aux États-Unis, en Californie. C'est l'histoire d'un type qu'on appelait le Golden State Killer, avec ce sens de la formule des Américains. Et on va remarquer dans un secteur, il va y avoir des méfaits qui vont être commis par... on pense au début 3 personnes différentes, et puis on va se rendre compte au bout d'un certain temps que les modes opératoires étant les mêmes, eh bien, il y a fort à parier pour que ce soit la même personne qui ait commis ces infractions-là. Vous voyez qu'on est aux années 70 jusqu'en 86, et puis à partir de 86, il ne se passe rien. Le bilan criminel de cette personne, c'est celui-là, 120 cambriolages, 13 homicides, 50 viols, et on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas jusqu'en 2018. Et grâce au progrès de l'analyse du génome, les enquêteurs vont relancer sans cesse
C'est le travail de la fileuse, quoi. C'est en permanence. Hein. On profite des avancées de la science pour repasser les prélèvements qu'on avait faits dans les années précédentes, pour voir si les nouvelles techniques nous permettent d'avancer. Et cette histoire va trouver son dénouement de manière assez inattendue par le biais d'une pratique qui n'avait pas du tout été envisagée. Vous connaissez peut-être ce site, GEDmatch. C'est un site comme il en existe de nombreux aux États-Unis et en Europe, et qui vous propose d'adresser au laboratoire un petit échantillon de votre matériel biologique, de le passer dans la machine qui regarde l'ADN et de vous dire, eh bien, vous êtes finlandais à 37%, hongrois à 42%, etc. etc. Bon. Et les enquêteurs américains ont l'idée d'examiner toutes les informations génétiques qui sont contenues dans cette base-là pour faire une recherche en parentèle. Et on va finir par retrouver, avec des méthodes statistiques, eh bien, un ADN qui présente, au-delà du doute raisonnable, une ressemblance avec l'ADN qui a été prélevé sur les scènes de crime. Vous voyez, le dernier crime est commis en 86, c'est en 2018 qu'on identifie ce monsieur, Joseph James DiAngelo Jr., qui va reconnaître les faits qui lui ont été imputés. Parce que l'un de ses cousins très éloignés, au 3e ou 4e degré, un jour avait envoyé son ADN. Voilà. Donc méfiez-vous de vos cousins au 3e ou 4e degré. Alors la suite, c'est quoi ? C'est d'aller encore plus loin. Alors, avec des techniques qu'on appelle aussi, alors c'est une formule un petit peu publicitaire ou marketing, mais le portrait robot génétique. Les zones qu'on utilise pour faire les empreintes génétiques ne correspondent pas à des zones codantes, mais on pourrait imaginer de le faire sur des zones codantes pour examiner, pour prédire, par exemple, une taille, ou la couleur de la carnation, ou la couleur des yeux. Bon, ça ne marche pas très bien, parce que nos collègues généticiens le savent mieux que moi, mais entre le contenu du matériel génétique et puis son expression, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, il y a l'environnement, etc., qui fait que sur certains critères, ça marche pas mal, comme la couleur des yeux, et puis sur d'autres, ça marche pas du tout, comme la taille, par exemple. La population coréenne, en 100 ans, a grandi de 20 cm en moyenne, c'est sans doute pas la génétique qui l'explique. Bon. Donc ça, c'est une forme de progrès qui, pour l'instant, est interdit d'application en France. Et puis je voulais aussi vous raconter une autre histoire assez extraordinaire, qui est l'histoire dite du fantôme de Heilbronn. C'est l'histoire d'une enquête extraordinaire qui a été menée par la police judiciaire allemande, qui va mobiliser, vous le voyez, une enquête de 8 ans, qui a coûté plus de 2 millions d'euros, 40 scènes de crimes, de meurtres, etc., où on va retrouver toujours la même empreinte génétique. Et donc ça va mobiliser tous les services de police judiciaire d'Allemagne en se disant on a quelqu'un, voilà, vous voyez, qui écume toute cette région-là de l'ouest de l'Allemagne, la frontière avec la Suisse, l'Italie et même la France, et on a là un tueur en série. On a là quelqu'un qui commet des méfaits en série. 16 000 heures d'enquête, une récompense de 400 000 $ offerte à toute personne susceptible de donner une information, 100 policiers sur l'enquête en Allemagne et en Autriche. Et en fait, tout ça, c'est rien. C'est rien du tout, et c'est pour vous montrer aussi la petitesse ou la faiblesse de notre condition. Il s'est avéré que, là, c'est les petits écouvillons qu'on utilise pour faire des prélèvements pour chercher les empreintes génétiques. Il s'est avéré que dans l'usine qui fabriquait les écouvillons, il y avait une dame qui fabriquait les écouvillons qui n'était pas très précautionneuse et en fait a mis son ADN sur tous les prélèvements qu'elle a fabriqués pendant plusieurs mois. Et donc, le fantôme d'Heilbronn n'existe pas. C'était l'ADN de cette dame, cette ouvrière de l'usine d'Écouvillon, qui a mis son ADN sur toutes les scènes de crime. Ça vous fait toucher du doigt les limites de l'exercice. On dit que l'ADN, c'est la reine des preuves. Alors effectivement, les performances de séquençage, la disponibilité du séquençage, la gendarmerie dispose aujourd'hui d'un laboratoire qui permet de faire du séquençage d'ADN délocalisé très rapidement. Les données massives en santé et leur traitement qui
est devenu très performant. L'utilisation éventuellement de l'ADN codant sont des pistes tout à fait enthousiasmantes. Mais, comme toute technique, elle a ses limites. Elle suppose de l'interprétation, et donc dans toute interprétation, c'est une œuvre de l'esprit humain, donc forcément c'est faillible. Il y a des problèmes de transfert, on l'a vu avec cette histoire de fantôme. On utilise des statistiques, donc des statistiques, il y a des écarts types. Voilà. Et puis, les malfaiteurs, ils sont aussi affûtés que les policiers ou les gendarmes pour essayer de passer entre les mailles du filet. Donc, ils mettent aussi en œuvre des contre-mesures, à la fois sur le prélèvement lui-même, et puis, si on fait appel aux données massives, ça se hack, ça s'attaque. Voilà. Donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire. Vous voyez, vous pouvez être rassurés, pas d'image sordide, tout va bien. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Pour clôturer notre soirée en beauté, j'invite les membres du conseil d'administration à me rejoindre. Alain Glon, Pierre Leduf, Jean-Paul, évidemment, Karim, enfin bon, ils se reconnaîtront. Marie-Vonne Leduf, Jean-Yves Carillet, Alain Parmentier, Sylvie Audan, Joël Chéritel. Est-ce que je vous ai tous cités ? Alors, il y en a deux qui ne sont malheureusement pas là, au-delà de Véronique Anatole, dont on a déjà parlé. C'est François Châtel et Jacques Delanoë, qui le regrettent beaucoup, mais ils avaient d'autres engagements ce soir. Pardon. Alain Leroc et Alain Glon, bien sûr. Et alors, je voudrais également que nous rejoignent les membres du désormais célèbre club des ambassadeurs. Le Fonds Nominoé, au-delà de son conseil d'administration, de son comité scientifique, a désormais un conseil des ambassadeurs. Donc je demande à Diego Gallon de me rejoindre, à Peggy Denis de me rejoindre, Jean-Michel Lenaour, Florence Buin, Christian Le Gall, Isabelle de Saint-Georges et Céline Thomas. Et je vous demande d'applaudir toutes ces parties prenantes du Fonds Nominoé sans lesquelles il se passerait moins de choses. En attendant, je vais donner le micro à Alain qui aura un petit mot à nous partager. Bonsoir, c'est effectivement impressionnant, Marie. En attendant les... N'est-ce pas que vous dire, c'était les jours derniers le concours des plus beaux monuments français. Et au fond, je me suis dit, dans toutes les entreprises qu'on a pu créer, quelle est la plus belle ? Et c'est peut-être Nominoé. Bravo, bravo. Donc là, vous avez devant vous le conseil d'administration, qui est aussi, pour certains membres du comité scientifique, et le club des ambassadeurs. Donc je les ai réunis sur scène pour un moment tout à fait particulier, les 10 ans de Nominoé. On va voir le gâteau arriver. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, en même temps que le gâteau, je vous annonce la venue de la fanfare, mais ça n'est pas n'importe quelle fanfare, c'est la fanfare du CHU de Rennes et de la faculté de médecine.